Le visage du général a perdu toutes ses couleurs au moment où il a vu la bague à mon doigt. La pièce autour de nous, remplie de chaussures cirées, d'uniformes repassés, de drapeaux et de discours, a semblé se fondre en un bourdonnement sourd. Il n'a pas élevé la voix. Il n'a pas souri. Il a simplement fixé ma main comme si elle ne m'appartenait pas du tout. Où avez-vous eu ça? A-t-il demandé. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il plaisantait. Les généraux ne réagissaient pas comme ça face à des bagues en argent bon marché. Mais ses yeux n'étaient pas curieux. Ils étaient effrayés. C'était à mon grand-père, ai-je dit. Il est décédé le mois dernier. Le général a dégluti difficilement. Il faut qu'on parle, a-t-il dit doucement. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que mon grand-père, l'homme que mes propres parents avaient-ils laissé mourir seul, n'était peut-être pas celui que je croyais. Mon grand-père, Thomas Hale, était l'homme le plus discret que j'ai jamais connu. Il vivait dans une petite maison défraîchie à la périphérie d'une ville endormie de l'Ohio, le genre d'endroit avec des trottoirs fissurés et des voisins qui y vivaient depuis les années 70. Pas de voiture de luxe, pas de médaille au mur, pas d'histoire sur la guerre. Si vous l'interrogiez sur son passé, il souriait poliment et disait « C'était il y a bien longtemps, ma chérie ». La plupart des gens le remarquaient à peine. Mes parents, en tout cas, n'y prêtaient aucune attention. Pour eux, grand-père était un fardeau, le rappel de quelque chose auquel ils ne voulaient pas penser. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas d'influence. Il n'avait rien qu'ils puissent utiliser. Quand il est tombé malade, ils ne se sont pas précipités à son chevet. Ils ne se sont pas disputés pour savoir qui allait l'aider. Ils n'ont même pas beaucoup appelé. Ils disaient qu'il était têtu. Ils disaient qu'il avait choisi de vivre ainsi. Ils disaient qu'il s'en sortirait. Ce ne fut pas le cas. J'étais en poste à 2 états de là avec le corps des Marines quand j'ai reçu l'appel d'un voisin. Grand-père s'était effondré dans sa cuisine. Il l'avait emmené à l'hôpital du comté. Aucun membre de la famille ne s'était présenté. J'ai demandé une permission d'urgence le soir même. Le temps que j'arrive, il s'éteignait déjà. Des tubes, des machines, de légers bips sonores remplissaient la petite chambre d'hôpital qui sentait vaguement le désinfectant et le vieux café. Il a souri quand il m'a vu. « Je suppose que tu es la seule à t'être souvenue de moi », a-t-il murmuré. Je lui ai dit de ne pas parler comme ça. Je lui ai dit que maman et papa viendraient pas bientôt. Il a juste secoué la tête. « Ils ne viendront pas », a-t-il dit doucement. Mais ce n'est pas grave. Ce furent de quelques-uns des derniers mots clairs qu'il m'ait jamais adressés. Il est décédé 2 jours plus tard. Pas de scène dramatique, pas de dernière confession, juste un souffle léger et puis plus rien. Quand j'ai appelé mes parents, ma mère a soupiré. « Eh bien, a-t-elle dit, au moins, il ne souffre plus. » C'était tout. Personne n'a proposé son aide pour les funérailles. Personne n'a demandé ce qu'il voulait. Personne n'a même demandé où il serait enterré. Alors, je m'en suis chargée moi-même. Une petite cérémonie, un simple cercueil en bois. 5 personnes au total, en comptant le prêtre et moi. Le voisin qui m'avait appelé est venu. Tout comme un homme âgé qui a dit avoir servi avec grand-père, bien qu'il n'ait précisé ni où ni quand. Mes parents ne se sont pas présentés. Mon frère m'a envoyé un SMS. Désolé, semaine chargée. Je me tenais seule près de la tombe, écoutant la terre frapper le cercueil, et j'ai senti quelque chose s'installer dans ma poitrine que je n'arrive toujours pas à expliquer complètement. Pas de la colère, pas encore. Juste une forme de chagrin profond et silencieux. Après la cérémonie, je suis retournée à la maison de grand-père pour emballer ses affaires. La plupart des choses crues étaient ordinaires. De vieux vêtements, des films de guerre en VHS, des piles de journaux jaunis, une boîte à outils poussiéreuse dans le garage. Dans le tiroir de sa chambre, enveloppée dans un mouchoir délavé, j'ai trouvé la bague. Elle n'était pas tape à l'œil, juste en métal massif, légèrement usée, avec un symbole étrange gravé à l'intérieur. Ni nom, ni date, juste une petite marque que je ne reconnaissais pas. Je me souvenais qu'il la portait tous les jours, ne l'enlevant jamais, pas même pour faire la vaisselle. Quand je l'avais interrogé à ce sujet adolescente, il m'avait répondu
Elle me rappelle qui je suis. C'était tout. Alors, je l'ai gardée. Non pas parce que je pensais qu'elle avait de la valeur, mais parce que c'était la sienne. Mes parents n'ont jamais posé de questions à son sujet. Ils ne posaient de questions sur rien. Ils ont vendu sa maison en 3 semaines. Ils n'en avaient plus besoin, a dit mon père. J'ai repris le cours de ma vie, ou du moins, j'ai essayé. Retour à la base, retour à la routine, retour à l'obligation d'être forte et impassible, comme sont censés l'être les Marines. Mais quelque chose dans la vie si tranquille de grand-père continuait de me tracasser. Il avait été un Navy SEAL. J'en savais au moins ça. C'était écrit sur ces vieux papiers de démobilisation, glissés dans un dossier au fond d'un placard. Mais au-delà de ça, il n'y avait rien. Pas de photos, pas de dossier, pas d'histoire. C'était comme si toute sa carrière militaire avait été effacée. Quelques semaines plus tard, j'ai été invitée à assister à une cérémonie militaire officielle, un événement commémoratif en l'honneur des anciens combattants. J'y suis allée en uniforme, bottes cirées, veste repassée, la totale. J'ai porté la bague de grand-père sans y penser. C'était devenu une habitude. Le hall était rempli d'officiers à la retraite, de médailles, de discours sur le service et le sacrifice. J'ai serré des mains, échangé des sourires polis, écouté des mots familiers que j'avais entendus des centaines de fois auparavant. Puis, c'est arrivé. Un général, cheveux gris, carrure imposante, le genre d'homme, pour qui les gens s'écartaient naturellement, s'est arrêté au beau milieu d'une conversation lorsqu'il a vu ma main. Ses yeux se sont verrouillés sur la bague. Pas sur mon visage, pas sur mon grade, juste sur la bague. Il s'est approché. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il demandé. Et à cet instant, debout sous les lumières vives avec les drapeaux derrière moi, j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas du tout. Parce que personne n'avait jamais regardé la bague de grand-père comme ça auparavant. Et l'homme devant moi avait l'air de venir de voir un fantôme. Le général n'a rien expliqué d'autre ce jour-là. Il a simplement demandé mon nom, mon unité et le nom complet de mon grand-père. Il les a notés sur une petite carte, a hoché la tête une fois et a dit qu'il me contacterait. Puis, il s'est éloigné. Je suis restée là pendant un long moment, entourée d'applaudissements et de conversations polies, avec l'impression d'être la seule personne dans la pièce à venir de basculer dans une réalité complètement différente. Sur le trajet du retour vers la base, je n'arrêtais pas de jeter un coup d'œil à la bague à mon doigt. Le métal semblait plus lourd qu'il ne l'avait jamais été. Le symbole à l'intérieur paraissait plus net, en quelque sorte plus intentionnel, comme s'il avait attendu quelque chose ou quelqu'un. J'ai appelé ma mère ce soir-là. « Tu te souviens de la bague de grand-père » ai-je demandé. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. « Vaguement » a-t-elle dit. « Pourquoi ?» Un général l'a reconnu. Il a agi comme si c'était important. Elle a ri doucement. « Tu te fais des idées. Ton grand-père aimait faire croire qu'il était spécial. » Ce mot m'est resté en tête. Faire croire. « Maman » ai-je dit prudemment. Il était vraiment un Navy SEAL. « Oui, oui » a-t-elle répondu. Dans une petite unité sans importance, il y a des décennies. Ça n'a plus d'importance maintenant. Ça en avait pour lui. Eh bien, ça ne devrait pas en avoir pour toi, a-t-elle dit. Concentre-toi sur ta propre carrière, pas sur ces vieux fantasmes. J'ai raccroché, me sentant encore plus glacée qu'avant. La réaction de mon père a été pire. Il a poussé un grand soupir quand j'en ai parlé, comme si je le forçais à revivre un souvenir désagréable. « Ton grand-père était quelqu'un de difficile » a-t-il dit. Toujours secret, faisant toujours comme s'il savait des choses dont il ne pouvait pas parler. C'était épuisant. « Il a sauvé des vies » ai-je dit. « C'est le cas de beaucoup de gens » a répondu mon père. « Ça ne fait pas de lui un héros. » Je voulais débattre, crier, lui rappeler que grand-père était mort seul dans une chambre d'hôpital pendant qu'ils vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Mais quelque chose me disait qu'il ne l'entendrait pas. Il ne l'avait jamais fait. En grandissant, grand-père a toujours été traité comme une arrière-pensée.
Il n'était pas invité aux fêtes, à moins que je n'insiste. On ne le consultait jamais pour les décisions familiales. Mon frère a un jour plaisanté à Thanksgiving en disant que le plus grand accomplissement de grand-père était de ne pas avoir été arrêté. Tout le monde a ri, sauf moi. J'avais l'habitude de m'asseoir avec grand-père sur le porche lors de ces réunions. Il buvait du café noir et regardait les arbres se balancer au loin. « Tu n'es pas obligé de rester avec moi, » disait-il. « J'en ai envie, » répondais-je. Il souriait, mais ses yeux avaient toujours l'air fatigués. Pas vieux, juste fatigué d'une façon qui vient du fait de porter quelque chose de trop lourd pendant trop longtemps. Après la cérémonie, je n'arrivais pas à cesser de penser à la réaction du général. Alors, j'ai fait ce que font les Marines quand quelque chose n'a pas de sens. J'ai commencé à poser des questions. Pas officiellement, pas par la chaîne de commandement, juste discrètement. J'ai contacté un officier de la marine à la retraite, avec qui je m'étais entraîné des années auparavant. Il avait servi assez longtemps pour connaître du monde. J'ai décrit la bague. Il y a eu un long silence au téléphone. J'ai vu quelque chose comme ça une fois, a-t-il fini par dire. Mais ce n'était pas censé exister. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce n'est pas le genre de choses qu'on met dans les musées, a-t-il répondu. Disons simplement que ce n'est pas fait pour la reconnaissance publique. Alors, à quoi ça sert? Il a hésité. C'est une preuve, a-t-il dit, de choses qui ne se sont jamais produites. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Plus j'y pensais, plus la vie de grand-père cessait d'avoir un sens. Il vivait frugalement, mais ne s'inquiétait jamais de l'argent. Il n'avait aucun bien visible, mais payait toujours ses factures à temps. Il évitait les médecins, évitait la paperasse, évitait tout ce qui nécessitait des documents. C'était comme s'il essayait de ne pas laisser de traces. Une semaine plus tard, j'ai reçu un email d'une adresse inconnue. Ici le général Robert Whitmore. Je souhaiterais vous parler de votre grand-père. Veuillez contacter mon bureau. Pas d'objet, pas d'explication, juste ça. Je ne l'ai pas dit à mes parents. J'ai conduit jusqu'à l'adresse indiquée, qui s'est avérée être un bâtiment modeste près d'un centre pour vétérans. Pas une base, pas un quartier général, juste un endroit tranquille avec un petit drapeau à l'extérieur et une réceptionniste qui a semblé reconnaître mon nom immédiatement. Le général m'attendait dans un petit bureau. Pas de médailles au mur, pas de décoration théâtrale, juste 2 chaises, un bureau et une photographie décolorée d'un groupe de jeunes hommes dans des uniformes obsolètes. Il m'a fait signe de m'asseoir. « Je vous dois des excuses, » a-t-il dit. « Je n'aurais pas dû réagir comme je l'ai fait à la cérémonie. »« Vous avez reconnu la bague ?» ai-je dit. « Oui, » a-t-il répondu. « Et j'ai été surpris de la voir sur quelqu'un d'aussi jeune. C'était celle de mon grand-père. »« Je sais, » a-t-il dit doucement. « Thomas Hale. » La façon dont il a prononcé le nom de mon grand-père m'a serré la poitrine. « Vous avez servi avec lui ?» ai-je demandé. « En quelque sorte, » a-t-il dit. « Nous étions dans le même groupe opérationnel. »« Quel groupe ?» Il m'a longuement observé. « Un groupe qui n'apparaît pas dans les livres d'histoire officiels, » a-t-il dit, « et qui n'y apparaîtra probablement jamais. » J'ai attendu. « Votre grand-père faisait partie d'une petite équipe affectée à des missions exigeant un déni absolu, » a-t-il poursuivi. Aucun dossier, aucune reconnaissance, aucun aveu public. S'ils réussissaient, il ne se passait rien. S'ils échouaient, il ne se passait rien non plus. Il était donc invisible, ai-je dit, à dessein. Mes mains se sont serrées en poing sur mes genoux. Ma famille l'a traité comme s'il n'était rien, ai-je dit, comme s'il avait inventé son passé. Le général a hoché lentement la tête. C'est souvent le prix de ce genre de service. Il s'est penché en avant. Cette bague n'est pas une médaille, c'est un marqueur. Elle identifie les individus qui avaient une habilitation pour certaines opérations. La plupart de ces hommes n'en ont jamais parlé. Beaucoup d'entre eux ne l'ont même pas dit à leur famille. Alors pourquoi l'a-t-il gardée ? ai-je demandé. Parce qu'elle lui rappelait qu'il existait, a répondu le général. Même si l'on disait au reste du monde que ce n'était pas le cas. J'ai pensé aux mots de grand-père. Elle me rappelle qui je suis.
Pour la première fois, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Mes parents avaient choisi de l'oublier. L'armée avait choisi de l'effacer. Mais il ne s'était jamais effacé lui-même. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, la seule preuve qu'il ait jamais laissée derrière lui se trouvait à mon doigt. J'ai quitté le bureau du général avec plus de questions que de réponses. Le trajet du retour m'a semblé plus long qu'il n'aurait dû. Les feux de circulation défilaient de manière floue. Les voix à la radio se fondaient en un bruit de fond. Mon esprit n'arrêtait pas de repasser ces mots. Déni absolu. Aucun dossier, aucune reconnaissance. Ça ressemblait à un scénario de film. Pas à la vie de l'homme tranquille qui réparait mon vélo et préparait des crêpes brûlées le dimanche matin. Quand je suis rentrée à la base, j'ai retiré la bague et je l'ai étudiée sous ma lampe de bureau. Pendant des années, je n'y avais vu qu'un vieux morceau de métal. Maintenant, c'était différent, comme une porte verrouillée dont je n'avais pas la clé. Je l'ai tournée et retournée, traçant le symbole avec mon pouce. Ce n'était pas décoratif, ce n'était pas aléatoire. Ça avait l'air fonctionnel, presque comme un code. Cette nuit-là, j'ai rouvert le vieux dossier de grand-père, celui que j'avais trouvé dans son placard. À l'intérieur, il n'y avait que quelques documents. Ses papiers de démobilisation, une photo délavée de lui en uniforme et une lettre pliée que je n'avais jamais lue auparavant. Elle n'était pas scellée. Elle attendait, tout simplement. La lettre était écrite d'une écriture soignée. Si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Et si tu as trouvé la bague, c'est que tu es la seule à avoir suffisamment tenu à moi pour chercher. Ma gorge s'est nouée. Il y a des pans de ma vie que je n'ai jamais été autorisée à expliquer, ni à tes parents, ni à personne. C'était l'accord. Mais je veux que tu saches ceci. Je n'ai jamais regretté ce que j'ai fait. J'ai seulement regretté ce que cela a coûté aux gens autour de moi. Si quelqu'un d'important te pose un jour des questions sur la bague, dis-lui la vérité. Qu'elle était à moi, que je te l'ai confiée. C'est tout ce que tu auras besoin de dire. Pas de confession dramatique, pas de résumé héroïque, juste ça. Je suis restée là un long moment à fixer le papier, réalisant que mon grand-père savait que ce moment arriverait. Il ne savait simplement pas quand. Le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que mes parents n'avaient jamais fait. Je suis allée au centre local pour vétérans dans la ville de grand-père. L'endroit était petit, coincé entre une quincaillerie et un restaurant fermé. À l'intérieur, les murs étaient couverts de photos, de plaques et de drapeaux encadrés. La plupart des bénévoles avaient entre 70 et 80 ans, des hommes qui parlaient lentement et serraient la main fermement. Je leur ai montré le nom de grand-père, Thomas Hale. Au début, personne n'a réagi. Puis, un homme mince, aux cheveux blancs, portant une casquette délavée de la marine, s'est arrêté au milieu de sa phrase en l'entendant. « Hale » a-t-il dit. « Tom Hale. »« Oui » ai-je répondu. C'était mon grand-père. Le regard de l'homme s'est adouci. « Il passait par ici parfois » a-t-il dit. Il ne restait jamais longtemps. Il s'asseyait, écoutait, puis repartait. « Parlait-il de son service » ai-je demandé. L'homme a ri doucement. « Tom ne parlait jamais de rien » a-t-il dit. Mais nous savions qu'il valait mieux ne pas poser de questions. Pourquoi ? Il m'a regardé attentivement. Parce que certains hommes portent des fardeaux qui ne veulent pas être racontés, a-t-il dit. Et on peut le voir dans leurs yeux. J'ai posé des questions sur la bague. Le sourire de l'homme s'est effacé. J'ai vu des symboles comme ça, a-t-il dit, mais une seule fois, et c'était au début des années 70. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Il a secoué la tête. Ça voulait dire que la personne qui le portait avait fait des choses qui ne se sont jamais produites, a-t-il dit. Officiellement. Encore cette phrase. Des choses qui ne se sont jamais produites. Je suis retournée chez mes parents ce week-end-là. Je n'avais pas l'intention de les affronter. Pas au début. Je voulais juste voir s'ils avaient gardé autre chose. N'importe quoi qu'ils auraient jeté sans me le dire. Ma mère était en train de vider le garage quand je suis arrivée. De vieux cartons, des meubles cassés, des souvenirs poussiéreux. « Pourquoi es-tu là » a-t-elle demandé. Je voulais voir s'il restait quelque chose des affaires de grand-père,
ai-je dit. Elle a soupiré. Nous nous sommes déjà débarrassés de presque tout, a-t-elle dit. Ça ne sert à rien de garder du bric-à-brac. Et ses affaires personnelles? Ai-je demandé. Elle a hésité. Il y avait un vieux carnet, a-t-elle dit. Ton père l'a jeté. Il a dit que c'était inutile. Tu te souviens de ce qu'il y avait dedans? Elle a haussé les épaules. Juste des chiffres, des dates, rien d'important. Ma poitrine s'est serrée. Des chiffres, des dates, le genre de choses qui ne voulaient pas être dites. Ce soir-là, je me suis assise en face de mon père à la table de la cuisine. Pourquoi n'as-tu jamais interrogé grand-père sur son passé? Ai-je demandé. Il a eu l'air agacé. Parce que ça n'avait pas d'importance, a-t-il dit. Nous avons tous un passé. Certaines personnes ne savent tout simplement pas comment s'en détacher. Il ne s'y accrochait pas, ai-je dit. Il protégeait quelque chose. Mon père s'est moqué. De quoi? Il vivait dans une petite maison et conduisait un camion vieux de 20 ans. Que protégeait-il exactement? Je n'ai pas répondu. Je me suis simplement levée et je suis partie. Pour la première fois, j'ai pris conscience de quelque chose d'inconfortable. Mes parents n'avaient pas seulement ignoré grand-père, ils avaient choisi de ne pas le voir. Une semaine plus tard, j'ai reçu un autre message du général Whitmore. Il y a quelque chose que vous devriez savoir sur votre grand-père. Cela pourrait changer la façon dont vous le voyez et la façon dont votre famille le voit aussi. Nous nous sommes revus, cette fois dans une salle de conférence tranquille. Il a posé un dossier fin sur la table. Je ne peux pas vous montrer de documents classifiés, a-t-il dit, mais je peux vous montrer ce qui a été déclassifié. À l'intérieur, il y avait quelques pages, des lignes caviardées, des noms noircis, mais il en restait assez pour brosser un tableau. Des opérations en Europe de l'Est, des missions de contre-espionnage, l'exfiltration de personnel sous de fausses identités et une phrase répétée. Agent principal. Le général a murmuré, en hochant la tête. Votre grand-père était chargé de sauver de multiples agents de renseignement pendant la guerre froide, a-t-il dit. Des gens qui sont encore en vie aujourd'hui grâce à lui. Pourquoi n'a-t-il pas été honoré? Ai-je demandé. Parce que l'honorer révélerait ce qui ne s'est jamais produit officiellement, a-t-il répondu. Alors, il a disparu à la place. Oui. J'ai fixé les papiers, réalisant que l'homme que ma famille rejetait comme insignifiant avait vécu une vie entière cachée au grand jour. Il ne l'a jamais dit à personne, ai-je dit. Non, a répondu le général, et ce fut son plus grand service. Cette nuit-là, je me suis assise dans ma voiture devant la maison de mes parents, tenant la bague. J'ai enfin compris. Grand-père n'était pas mort seul parce qu'il avait été oublié. Il était mort seul parce qu'il avait passé toute sa vie à s'assurer que d'autres ne soient jamais exposés. Et la seule chose qu'il avait laissée derrière lui n'était pas de la richesse. C'était la vérité. Une vérité que ma famille n'avait jamais voulu affronter. Et maintenant, je ne pouvais pas non plus l'ignorer. La cérémonie avait été programmée des mois à l'avance. C'était une commémoration militaire officielle pour les membres du service à la retraite. Des drapeaux, des discours, des gardes d'honneur, le genre d'événements censés célébrer le sacrifice d'une manière propre et organisée. Rien dans tout cela n'était censé sembler personnel, mais pour moi, c'était comme marcher dans l'ombre de mon grand-père. J'ai porté mon uniforme de cérémonie du corps des marines ce jour-là, parfaitement repassé, les médailles alignées, les chaussures cirées jusqu'à ce que je puisse y voir mon propre reflet. Le genre d'apparence que mes parents disaient toujours que grand-père n'avait jamais atteinte. Il aurait pu devenir quelqu'un, avait dit ma mère un jour. Il n'a simplement jamais fait assez d'efforts. Maintenant, je me tenais parmi des rangées d'officiers décorés et de vétérans vieillissants, sentant le poids de ces mots résonner différemment dans ma poitrine. J'ai gardé la bague, non par défi, ni par fierté, mais juste parce qu'il me semblait injuste de l'enlever. La salle était immense, avec de hauts plafonds et une douce musique patriotique en fond sonore. Des familles remplissaient les sièges, des épouses tenaient des programmes, des enfants jouaient avec de minuscules drapeaux,
Des hommes âgés se tenaient un peu plus droits que leur corps ne le permettait. J'ai serré des mains, échangé des hochements de tête polis, écouté des discours familiers sur l'honneur, le devoir, le service. Puis je l'ai vu. Le général Robert Whitmore se tenait près du devant, entouré d'un petit groupe d'officiers. Il correspondait exactement à ce que l'on pouvait attendre. Grand, posé, les cheveux gris, une autorité calme dans chaque mouvement. Je n'avais même pas prévu de l'aborder. Il m'a remarqué en premier. Ses yeux se sont baissés sur ma main et s'y sont arrêtés. Je l'ai senti avant qu'il ne parle. Ce changement dans l'air, la façon dont les gens autour de nous semblaient soudain n'avoir aucune importance. Il s'est approché, sans précipitation, sans dramatisation. Juste un pas silencieux. « Excusez-moi », a-t-il dit d'une voix grave. Je me suis tournée vers lui, prête à offrir des salutations formelles. Mais il ne regardait pas mon visage. Il fixait la bague. Le symbole à l'intérieur semblait accrocher la lumière. Pendant une seconde, il n'a rien dit. Puis ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, et il a pâli. Pas surpris, pas curieux, figé. « Où avez-vous eu ça ?» a-t-il demandé. Les mots étaient doux, mais quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. « C'était à mon grand-père », ai-je répondu. « Il est décédé récemment. » Les yeux du général n'ont pas quitté la bague. « Quel était son nom ?» a-t-il demandé. « Thomas Hale. » C'est alors que son expression a complètement changé. Pas de l'incrédulité, de la reconnaissance. Il a dégluti une fois. « Il faut qu'on parle », a-t-il dit doucement, en privé. J'ai hésité. « Y a-t-il un problème ?» Il a levé les yeux vers moi pour la première fois. Son regard était fixe, mais il y avait autre chose derrière, quelque chose de troublé. « Ça dépend », a-t-il dit, « si cette bague est authentique. » Je l'ai suivi dans une petite pièce adjacente au hall principal. Pas de fenêtre, pas de décoration, juste 2 chaises et une petite table. Les bruits d'applaudissements et de discours se sont estompés en échos étouffés. Le général a fermé la porte derrière nous. Pendant un moment, il n'a pas parlé. Il s'est juste assis en face de moi, étudiant à nouveau la bague. « Votre grand-père n'a jamais parlé de son service, n'est-ce pas ?» a-t-il demandé. « Non, » ai-je dit. Il l'évitait. Le général a hoché lentement la tête. « Ça lui ressemble bien. »« Vous le connaissiez ?» ai-je demandé. Il a fait une pause. « Oui, » a-t-il dit, mais pas de la manière dont vous l'imaginez. J'ai attendu. Il y a des unités au sein de l'armée qui n'apparaissent pas dans les registres publics, a-t-il poursuivi. Elles existent pour des situations qui exigent un déni plausible. J'avais déjà entendu cette expression, mais l'entendre de la bouche de quelqu'un comme lui donnait plus de poids. Votre grand-père a fait partie de l'une de ces unités, a-t-il dit, pendant plus d'une décennie. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Alors pourquoi n'y a-t-il aucune trace de lui ? Ai-je demandé. Parce qu'officiellement, il n'y a jamais servi, a répondu le général. C'était un fantôme, par conception. Je l'ai dévisagé, luttant pour relier cela à l'homme qui nourrissait les oiseaux dans son jardin et se plaignait de la hausse du prix des courses. « Que signifie la bague ?» ai-je demandé. Le général s'est légèrement reculé. « Ce n'est pas une médaille, » a-t-il dit. « Ce n'est pas un grade. »« Alors qu'est-ce que c'est ?»« Un marqueur de vérification, » a-t-il répondu. « Utilisé en interne pour identifier les individus habilités pour des opérations qui n'ont jamais existé. » J'ai frissonné. « C'est donc une preuve ?»« Oui, » a-t-il dit. « Pour des personnes dont l'existence n'est plus censée être prouvable. » J'ai baissé les yeux vers la bague à nouveau. « Et vous l'avez reconnue immédiatement ?» Il a hoché la tête. « Il y en a très peu encore en circulation, » a-t-il dit. « La plupart ont été détruites. »« Pourquoi pas la sienne ?» ai-je demandé. La voix du général s'est adoucie. « Parce que certains hommes gardent des souvenirs, » a-t-il dit. « Même quand on leur dit d'oublier. » J'ai pensé à la lettre de grand-père. Elle me rappelle qui je suis. Ma famille le traitait comme s'il n'était rien, ai-je dit doucement,
comme s'il avait raté sa vie. L'expression du général s'est tendue. C'est souvent le sort des personnes qui servent en silence, a-t-il dit. Ils n'ont pas droit aux parades. Ils n'ont pas droit à la reconnaissance. Ils sont oubliés. Mais il a sauvé des vies, ai-je dit. Oui, a-t-il répondu. Et à cause de ça, il ne pouvait jamais s'en vanter. J'ai senti quelque chose changer en moi. Pas encore de la colère, juste de la clarté. Pourquoi me dites-vous cela? Ai-je demandé. Parce que vous portez quelque chose dont vous ne devriez même pas connaître l'existence, a dit le général. Et parce que vous êtes sa petite fille. Il a hésité. Et parce que vous méritez de savoir qui il était vraiment. J'ai pensé aux mots de mes parents. Il était difficile. Il a choisi cette vie. Il n'avait rien de spécial. Vous avez dit que la bague pourrait ne pas être authentique, ai-je dit. Que vouliez-vous dire? Le général a croisé mon regard. Si cette bague est authentique, a-t-il dit lentement, alors elle confirme certaines opérations que nous n'étions jamais censés reconnaître. Et si elle ne l'est pas? Ai-je demandé. Alors quelqu'un a créé une falsification très convaincante, a-t-il répondu, ce qui serait tout aussi dangereux. Mon pouls s'est accéléré. Dangereux? Comment ça? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il s'est penché en avant. Si c'est authentique, a-t-il dit doucement, vous êtes en possession de quelque chose que des gens sont morts pour protéger. La pièce a semblé rétrécir. Devrais-je m'inquiéter? Ai-je demandé. Il m'a longuement étudié. Vous êtes un marine, a-t-il dit. Vous savez ce que signifie porter des responsabilités. Oui. Celle-ci est plus lourde que la plupart, a-t-il répondu. Mais ce n'est pas non plus quelque chose que vous devriez affronter seul. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Rien pour le moment, a-t-il dit. Ne parlez simplement de rien publiquement et ne la laissez pas quitter votre possession. Pourquoi? Parce que certains secrets ne restent pas enterrés quand ils refont surface, a-t-il dit. Ils attirent l'attention. J'ai hoché lentement la tête. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit. Le général s'est levé. Il y a encore une chose, a-t-il ajouté. Oui. Il a regardé la bague une dernière fois. Votre grand-père n'a pas été oublié de tous, a-t-il dit, seulement de ceux qui ont choisi de ne pas le voir. Puis, il a ouvert la porte. La cérémonie se poursuivait à l'extérieur comme si de rien n'était. Des applaudissements, des discours, des drapeaux flottant doucement. Mais pour moi, tout avait changé. Parce que l'homme silencieux que ma famille considérait comme insignifiant venait d'être reconnu par la plus haute autorité dans la pièce. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que le plus grand héritage de mon grand-père n'était pas son silence. C'était la vérité qu'il avait laissée derrière lui pour que je la découvre. Je n'ai pas parlé à mes parents de cette deuxième rencontre avec le général. Pas au début. Quelque chose me disait qu'ils n'étaient pas prêts à l'entendre. Ou peut-être que je n'étais pas prête à les voir la rejeter. Au lieu de cela, je suis retournée à la maison de grand-père une dernière fois avant que les nouveaux propriétaires n'emménagent. L'agent immobilier m'avait donné quelques heures pour récupérer ce que je voulais. L'endroit était plus vide que dans mes souvenirs. Des échos là où résonnait autrefois sa voix. De la poussière dans les coins où reposaient ses bottes. J'ai traversé chaque pièce lentement. La cuisine où il préparait ses flocons d'avoine tous les matins. Le salon où il s'endormait dans son fauteuil devant les informations. Le petit jardin où il nourrissait les oiseaux et réparait les outils cassés au lieu de les jeter. Cette fois, je ne cherchais pas des objets, je cherchais des traces. Dans le placard de la chambre, derrière une rangée de vieilles vestes, j'ai trouvé une petite boîte métallique scotchée au mur. C'était le genre de boîte qu'on utilise pour des documents, pas pour des objets de valeur. Pas de serrure, pas d'étiquette. À l'intérieur se trouvaient 3 choses. Un drapeau américain plié, une liste de noms écrite à la main, et un petit carnet noir. Le carnet était fin, usé, et rempli de dates et de chiffres. Pas d'explications, pas de phrases, juste des coordonnées, des heures et de courts codes. Cela ressemblait exactement au genre de fouillis inutiles que mon père avait jeté, d'après ma mère.
Sauf que ce n'était pas du tout inutile. Je me suis assise sur le lit de grand-père et j'ai feuilleté les pages. La majeure partie ne signifiait rien pour moi, mais toutes les quelques entrées, il y avait de petites marques dans la marge, le même symbole que celui à l'intérieur de la bague. Encore et encore. J'ai pris des photos de tout, puis j'ai fait quelque chose que je ne pensais jamais faire. J'ai recontacté le général. Il n'a pas eu l'air surpris. Apportez le carnet, a-t-il dit, non pas à son bureau, mais au centre pour vétérans. Nous nous sommes retrouvés dans une salle privée à l'arrière. 2 autres hommes étaient de là, tous deux plus âgés, tous deux en tenue civile, tous deux se tenant comme des personnes ayant porté l'uniforme. Le général ne les a présentés que par leur prénom. Ils ont étudié le carnet en silence. L'un d'eux a fini par expirer. Il tenait de meilleurs dossiers que la plupart d'entre nous, a dit l'homme. Que signifient ces chiffres? Ai-je demandé. Le général a doucement refermé le carnet. Ce sont des chronologies, a-t-il dit, des repères opérationnels. Votre grand-père a documenté des événements qui ne se sont jamais produits officiellement. Alors, c'est une preuve? Ai-je répété. Oui, a-t-il répondu. Mais pas le genre de preuve qu'on peut apporter à un tribunal ou à un journal. Alors à quoi ça sert? Ai-je demandé. Le général m'a regardé attentivement. Ça sert à comprendre, a-t-il dit, pas à exposer. J'ai senti la frustration monter dans ma poitrine. Ma famille l'a traité comme s'il n'était rien, ai-je dit. Ils l'ont laissé mourir seul. Et maintenant, je suis censé garder ça sous silence. L'un des hommes plus âgés a pris la parole. Votre grand-père a choisi le silence, a-t-il dit. Pas par honte, mais parce que parler aurait détruit tout ce qu'il s'était efforcé de protéger. Protéger quoi? Ai-je demandé. Des gens, a-t-il répondu simplement. Le général a hoché la tête. Il y a des individus en vie aujourd'hui qui ne connaissent pas le nom de votre grand-père, a-t-il dit, mais ils sont en vie grâce à lui. J'ai pensé à toutes les fois où mes parents l'avaient traité d'inutile, à toutes les fêtes qu'il avait passées seul, à tous les moments où j'avais cru qu'il était invisible. Il n'avait pas été invisible, il était resté caché. Cette nuit-là, j'ai enfin confronté mes parents. Nous étions assis à la même table de cuisine où mon père s'était plaint autrefois des histoires de grand-père. La même pièce où ma mère levait les yeux au ciel chaque fois que son nom était prononcé. J'ai posé le carnet et les photos devant eux. « Est-ce que vous reconnaissez ça ?» ai-je demandé. Mon père a froncé les sourcils. « Ce vieux truc, a-t-il dit. J'ai jeté ça il y a des années. »« Je l'ai récupéré, ai-je dit. Cela documente des opérations classifiées de la guerre froide. Des opérations que grand-père a dirigées. » Ma mère a ricané. « Tu fais du drame, a-t-elle dit. C'était un vieil homme solitaire, pas un agent secret. » Je leur ai tendu la lettre que grand-père avait écrite, celle qui commençait par « Si tu lis ceci ». Mon père l'a lu lentement. Puis une deuxième fois. Alors, ses mains ont commencé à trembler. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. « Ça l'est, ai-je dit. Un général l'a confirmé. Plusieurs officiers à la retraite ont reconnu son travail. Mon frère était assis en silence, fixant la table. « Pourquoi ne nous l'a-t-il pas dit ?» a demandé ma mère. « Parce que vous n'avez jamais voulu l'entendre, » ai-je répondu. Cela a fait plus mal que je ne l'avais prévu. Mon père s'est adossé à sa chaise. « Toutes ces années, » a-t-il dit doucement, « je pensais qu'il fuyait ses responsabilités. »« Il les portait, » ai-je dit, « pour que vous n'ayez pas à le faire. » Personne n'a parlé pendant un long moment. Finalement, mon frère a levé les yeux. « Il m'a demandé de l'aide une fois, » a-t-il dit. Je lui ai dit que j'étais trop occupée. Ma mère s'est couvert la bouche. Je pensais qu'il exagérait, a-t-elle murmuré. Je croyais qu'il voulait juste attirer l'attention. J'ai senti quelque chose changer dans la pièce. Pas le pardon, pas encore, mais une prise de conscience. Vous l'avez laissé mourir seul, ai-je dit, et il ne vous en a jamais tenu pour responsable. Mon père a fixé le sol. Nous ne le méritions pas, a-t-il dit. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas argumenté.
J'ai juste hoché la tête. Une semaine plus tard, mes parents ont demandé si nous pouvions organiser un deuxième service. Un vrai. Non pas pour l'armée, non pas pour la reconnaissance, mais parce qu'ils voulaient lui dire au revoir. Nous avons invité les voisins qui se souvenaient de lui, les vétérans du centre. Même le général y a assisté, debout discrètement à l'arrière. Pas de discours sur l'héroïsme, pas de médailles, juste des histoires sur l'homme qui réparait les vélos, sur l'homme qui apportait de la soupe quand quelqu'un était malade, sur l'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Mon père s'est tenu près de la tombe. J'ai passé toute ma vie à juger les gens sur ce qu'ils montraient, a-t-il dit, et j'ai raté la meilleure part de mon propre père. Ma mère a pleuré. Mon frère a placé le drapeau plié à côté de la pierre tombale, et je me suis tenue là, tenant la bague au creux de ma main. Non pas comme un symbole de secret, mais comme la preuve que les vies les plus silencieuses portent souvent le plus grand poids. La seconde cérémonie a changé quelque chose dans ma famille. Pas d'un coup, pas d'une manière dramatique comme dans les films, mais lentement, comme de vieux engrenages qui se remettent enfin à tourner après des années de rouille. Mes parents ont commencé à parler de grand-père pour la première fois. Pas de manière dédaigneuse, pas avec irritation, mais avec une sorte de curiosité prudente, comme s'ils avaient peur de dire quelque chose de travers sur quelqu'un qu'ils avaient si mal compris toute leur vie. Mon père s'est rendu au centre pour vétérans de son propre chef un après-midi. Il ne me l'a dit qu'après coup. Je voulais juste voir où il avait l'habitude d'aller, a-t-il dit doucement. M'asseoir là où il s'asseyait. Ma mère est retournée dans l'ancien quartier de grand-père et a parlé avec la femme qui m'avait appelée de l'hôpital. Elle a apporté des fleurs sur le porche de cette voisine et s'est excusée de ne jamais avoir pris de nouvelles. Je croyais qu'il n'avait besoin de personne, m'a dit ma mère plus tard. Je n'avais pas réalisé que c'était juste quelque chose dont j'essayais de me convaincre. Mais la réconciliation n'efface pas la culpabilité. Elle vous apprend juste à vivre avec. Quelques jours après la seconde cérémonie, le général Whitmore m'a rappelé. Il y a encore une chose que vous devriez savoir, a-t-il dit, au sujet des dernières années de votre grand-père. Nous nous sommes retrouvés au même centre pour vétérans, dans la même pièce tranquille. Il avait apporté une fine enveloppe cette fois. Ce sont des notes personnelles, a-t-il dit. Pas des dossiers officiels, mais elles ont été partagées avec moi par quelqu'un qui a servi à ses côtés. À l'intérieur se trouvaient des lettres. Pas de grand-père, mais pour grand-père. De la part d'hommes dont je ne reconnaissais pas les noms. Chacun le remerciait pour quelque chose de différent. Pour les avoir aidés à fuir un pays où ils seraient moques morts, pour avoir protégé leur famille, pour avoir refusé de révéler leur identité même sous la pression. Une ligne en particulier a retenu mon attention. Vous nous avez appris que les missions les plus difficiles sont celles où personne ne sait jamais que vous étiez là. J'ai levé les yeux vers le général. A-t-il jamais parlé de sa solitude ? Ai-je demandé. Le général a secoué la tête. Il ne s'est jamais plaint, a-t-il dit. Mais il m'a dit un jour que le prix du secret, c'était l'isolement. J'ai pensé à toutes les fêtes qu'il avait passées seul, à toutes les fois où il s'était assis en silence, pendant que ma famille riait autour de lui. Il savait ce que ça lui coûterait, ai-je dit. Oui, a répondu le général, et il l'a payé quand même. Cette nuit-là, j'ai de nouveau confronté mes parents. Pas avec de la colère cette fois, avec de l'honnêteté. Nous étions assis dans le salon, le même où grand-père s'était endormi autrefois dans son fauteuil. Je ne vous blâme pas de ne pas avoir su, ai-je dit. Mais je vous blâme de ne pas avoir essayé. Mon père a hoché lentement la tête. Je pensais me protéger de la déception, a-t-il dit. En fait, je me protégeais des responsabilités. Ma mère a essuyé ses yeux. Il ne nous a jamais rien demandé, a-t-elle dit. Il demandait votre temps, ai-je répondu. Vous ne l'avez juste pas entendu. Mon frère a pris la parole. Je croyais que réussir, c'était être vu, a-t-il dit. Maintenant, je n'en suis plus si sûre. Il y a eu un long silence. Puis mon père a dit quelque chose que je ne m'attendais pas à entendre. Je veux réparer ça, a-t-il dit. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. Alors, nous avons fait un petit geste,
Nous avons fait don de l'argent de la vente de l'ancienne maison de grand-père à un fonds d'aide aux vétérans. Pas en son nom, pas publiquement. Juste discrètement, comme il l'aurait préféré. Nous avons commencé à visiter le centre pour vétérans ensemble, une fois par mois. Mes parents écoutaient des histoires. Pas des histoires héroïques, juste des histoires humaines. Sur des hommes à qui leur famille manquait, sur des regrets, sur des choix faits en silence. Et lentement, mes parents ont cessé de parler de grand-père comme d'une erreur. Ils ont commencé à parler de lui comme d'une leçon. Un soir, ma mère m'a posé une question sur la bague. « Tu la portes toujours ?» a-t-elle demandé. « Oui », ai-je répondu. « Est-ce qu'elle te fait peur ?» a-t-elle demandé. J'y ai réfléchi. « Non », ai-je dit. « Elle me rappelle de faire attention. » Elle a hoché la tête. J'aurais aimé faire attention plus tôt. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une lettre du général Whitmore. Il prenait sa retraite. Dans l'enveloppe, il avait inclus un mot d'adieu. Votre grand-père croyait que la forme de service la plus élevée était de rendre le monde meilleur sans avoir besoin d'en tirer le crédit. Cette croyance est en train de disparaître. S'il vous plaît, ne la laissez pas s'éteindre. J'ai placé la lettre dans la même boîte métallique où j'avais trouvé les affaires de grand-père. Cette boîte ne ressemblait plus à un contenant pour des secrets. Elle ressemblait à un pont entre ce qui était caché et ce qui était enfin compris. Mes parents portent toujours leurs regrets. Je le vois dans la façon dont mon père s'attarde devant la photo de grand-père, dans la façon dont ma mère allume une bougie le jour de son anniversaire. Mais ils portent aussi quelque chose de nouveau. Une prise de conscience. Que tous les héros ne portent pas leurs exploits sur leurs manches. Certains les portent discrètement, attendant que quelqu'un, n'importe qui, les remarque. Et cette fois, c'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain matin de l'arrivée de la lettre de retraite du général Whitmore, j'ai conduit seul jusqu'au petit cimetière où mon grand-père était enterré. Ce n'était pas un endroit grandiose. Pas de statue de marbre, pas de longues rangées de drapeaux. Juste un coin d'herbe tranquille à la lisière de la ville, bordé de vieux arbres et bercé par le bruit lointain de la circulation d'une route voisine. Le genre d'endroit devant lequel la plupart des gens passeraient, sans le remarquer. Ce qui semblait approprié. Je me suis garée, je suis sortie de ma voiture et je suis restée un moment avec la bague à la main. Le métal avait été réchauffé par ma peau au fil des mois, légèrement façonné par la façon dont mes doigts se posaient autour. Elle ne ressemblait plus à un mystère ou à un fardeau. Elle ressemblait à une responsabilité. Je me suis agenouillée près de la pierre tombale et j'ai écarté quelques feuilles mortes. Mes parents avaient enfin remplacé la marque temporaire par une vraie. Simple. Pas de grade militaire, juste son nom, son année de naissance, et les mots « père » et « grand-père bien-aimé ». Rien sur les cils, rien sur le service. Juste ce qui comptait. « Je te comprends enfin », ai-je dit doucement. J'aurais aimé le dire plus tôt. Le vent a soufflé doucement dans les arbres. Aucune réponse, aucun signe. Mais j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi tout de même. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la force consistait à être visible, à être promu, à être reconnu, à être vu. C'est ce que croyaient aussi mes parents. Ils mesuraient la réussite au chèque de paie et au titre. Ils nous ont élevés pour courir après des accomplissements qui pouvaient être exposés, encadrés, affichés sur les murs. Et grand-père n'a jamais eu sa place dans ce monde-là. Il ne parlait pas de ce qu'il avait fait. Il ne demandait pas de remerciements. Il n'exigeait pas d'attention. Alors, ma famille a présumé qu'il n'avait rien fait. Ce fut leur erreur. Et pendant longtemps, ce fut la mienne aussi. J'ai pensé à tous ces hommes dont j'avais lu les lettres, à toutes les vies qu'il avait discrètement touchées, à tous les dangers qu'il avait absorbés pour que d'autres n'aient pas à le faire. Et puis, j'ai pensé à la façon dont il avait passé ces dernières années, seul, ignoré, rejeté par les personnes qui auraient dû le connaître le mieux. Pas parce qu'il avait échoué, mais parce qu'il refusait de faire la publicité de qui il était. J'ai déposé la bague à la base de la pierre tombale. Pas pour toujours, juste pour un instant. Pour la laisser reposer là où elle était à sa place. Mes parents sont arrivés peu de temps après. Nous sommes restés ensemble en silence,
tous les trois. Pas de discours, pas d'explication, juste une compréhension silencieuse. Mon père a fini par prendre la parole. J'ai passé toute ma vie à essayer de faire mes preuves, a-t-il dit. Et j'ai raté la seule personne qui n'a jamais essayé de prouver quoi que ce soit. Ma mère a hoché la tête. Je croyais que la force faisait du bruit, a-t-elle dit. Il s'avère qu'elle ressemble souvent au silence. Mon frère a baissé les yeux vers l'herbe. Je croyais que grand-père était invisible, a-t-il dit. Maintenant, je pense qu'il a juste choisi de ne pas être vu. Nous sommes restés là plus longtemps qu'aucun de nous ne s'y attendait. Et pour la première fois, nous n'avions pas l'impression de visiter une tombe. Nous avions l'impression de rencontrer enfin l'homme que nous avions négligé. Plus tard dans l'après-midi, j'ai remis la bague à mon doigt. Non pas comme un symbole de secret, mais comme un rappel. Un rappel de faire attention aux personnes silencieuses, à celles qui n'interrompent pas les conversations, à celles qui s'assoient au bord de la pièce, à celles qui aident sans l'annoncer. Parce que le monde est rempli de gens comme mon grand-père, des hommes et des femmes qui portent des fardeaux que personne ne voit, qui contribuent sans en recevoir le crédit, qui vivent et meurent sans reconnaissance. Et trop souvent, ils sont oubliés. Non pas parce qu'ils étaient sans importance, mais parce qu'ils étaient humbles. Je suis toujours officier du corps des marines. Je sers toujours. Je crois toujours au devoir, à la structure, à la discipline. Mais ma définition de la réussite a changé. Ce n'est plus une question de grade, c'est une question d'impact. C'est ce qui reste après votre départ. Pas les trophées, pas les applaudissements, mais les vies que vous avez discrètement améliorées. Ma famille a appris cette leçon trop tard pour mon grand-père, mais pas trop tard pour nous-mêmes. Nous parlons différemment maintenant. Nous écoutons plus. Nous mesurons moins. Et quand quelqu'un parle doucement à table, plus personne ne l'interrompt. Nous nous penchons pour écouter. Si vous avez écouté cette histoire et ressenti une douleur familière, si vous avez un jour négligé quelqu'un qui n'exigeait pas d'attention, si vous avez un jour réalisé trop tard qu'une personne silencieuse portait plus que ce que vous saviez, alors la vie de mon grand-père n'a pas été oubliée. Elle a été transmise. Alors ce soir, ou demain, ou la prochaine fois que vous serez en famille, cherchez les personnes silencieuses. Posez-leur des questions. Écoutez sans vous précipiter. Parce que parfois, les plus grandes histoires sont celles qui n'ont jamais été racontées. Et les plus grands héritages sont ceux qui n'ont jamais demandé à être rappelés. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a ému, je vous invite à la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Et si vous souhaitez explorer d'autres histoires authentiques et ancrées dans la réalité sur la force tranquille et les vies cachées, vous serez toujours les bienvenus ici,